Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, conflit israélo-palestinien, guerre en Syrie ou au Mali, la bataille de l'information se déroule en temps réel sur Twitter et Facebook. Comment les réseaux deviennent des outils de propagande, en quoi le net modifie le travail des reporters. La guerre 2.0, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, Polyclick, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par François Goulin. Un tweet à la place de la fumée blanche, c'est la nouvelle phobie du Vatican. Que l'un des 117 cardinaux chargés d'élire le nouveau pape ne laisse échapper son nom sur la toile. La date de l'élection n'est même pas décidée et le Saint-Siège a déjà pris ses précautions. Pas de smartphone ou de tablette planquée sous la soutane, les cardinaux seront déconnectés. Il faut dire qu'une dizaine d'entre eux pêchent à force de tweets, comme Timothy Dolan par exemple, l'archevêque de New York, qui avait commenté la renonciation du pape quelques minutes après l'annonce officielle. Alors, résisteront-ils à la tentation? L'ex-Benoît XVI serait bien avisé de leur couper l'herbe sous le pied en proclamant lui-même, depuis sa page perso, Pontifex, la célèbre formule « Habemus Papam ». À l'heure où le Made in France a carrément la cote, Quant, le nouveau moteur de recherche 100% hexagonal, a le vent en poupe. Petit test grandeur nature. Tapons le mot Satan par exemple. En haut s'affichent les images et vidéos, et pendant que Léo Ferré entonne Thank you Satan, nous faisons défiler les 4 colonnes principales. Les pages web, l'actualité liée aux mots recherchés, puis la colonne des réseaux sociaux. En quelques jours, Quant a attiré des dizaines de milliers de curieux, mais ses détracteurs affirment qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie, mais d'une interface qui utilise les technologies d'autres moteurs de recherche. Les créateurs de l'outil, en tout cas, veulent détrôner Google, rien que ça, ambitieux lorsque l'on sait que le géant californien affiche 620 millions de visiteurs par jour. Imaginez une web-série, une fiction qui raconte le quotidien d'une agence de communication parisienne créée par une véritable agence de com, pour se moquer des agences de com. Non, c'est pas clair. Vous êtes des malades ou... des malades ou quoi? Et ben voilà, c'est l'histoire de l'agence et de ses 7 bras cassés, communicants, qui ne renoncent à aucune grosse ficelle pour faire cracher le client et laver le cerveau des masses. Très second degré, la série a été créée par l'ancienne équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon et fait appel à quelques guest stars, Serge Moati en voix off ou Coé. Avec au total plus de 100 000 vues pour les 6 épisodes de la première saison, voilà une mise en abîme efficace pour cette vraie agence de com. Chapeau pour le coup de pub. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Jean-Marie Charon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des médias, ingénieur d'études au CNRS. Bienvenue sur ce plateau. Philippe Moreau-Chevrolet, vous vous présentez comme communicant normal. Ça, c'est à voir. Vous êtes un habitué de la Politique C'est Net. Vous avez créé votre société, MCBG Conseil, et vous tenez... un blog très lu qui s'appelle Yes They Can sur l'express.fr. Enfin, Alfred de Montesquieu, vous êtes grand reporter à Paris Match. Vous avez reçu le fameux prix Albert Londres cette année pour votre série de reportages sur la révolution libyenne. Bienvenue. Alors, réaction peut-être Jean-Marie Charon à cette revue du web et notamment alors au pape qui ne tweetera plus. Eh oui, on s'aperçoit que dans toutes les instances, on est confronté aux mêmes questions, c'est-à-dire comment empêcher que ce qui est censé se tenir dans un cénacle fermé puisse échapper à ces nouveaux systèmes de communication. Je pense que là, en l'occurrence, ils n'arriveront pas à contrôler la chose. Ah, carrément. Bon, je pense pas, non. On saura sur Twitter, vous pensez, le nom du nouveau pape avant la fumée blanche Prenons-en le pari, si vous voulez.
Alfred de Montesquieu. Ouais, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut pas, technologiquement, est-ce que le Vatican peut pas brouiller le téléphone pour qu'il n'y ait pas de réseau dans la chapelle Sixtine, enfin dans la pièce où ils se réunissent pour voter. Je pense que c'est la chapelle Sixtine. Si, il est possible de brouiller, absolument, mais ça n'empêchera pas quelqu'un de sortir l'information et de la diffuser sur le réseau. Il y a toujours une fuite possible. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'enceinte fermée nulle part. C'est un gros problème pour les communicants, notamment. Alors, vous parliez de communicants, Philippe, la web-série moi, je suis un grand fan d'abord lancée, qui s'appelle L'Agence, qui a été diffusée sur YouTube, produite par Capa, et c'est l'ancienne équipe de Mélenchon. Vous en pensez quoi de cette initiative ? Je suis un grand fan de la web-série, enfin de l'Agence. Je trouve ça intéressant. C'est un peu grinçant, c'est drôle, mais en même temps, ça va quand même vraiment écorner des choses qui sont réelles sur les agences de com, c'est-à-dire on est prêt à aller chercher n'importe quel client pourvu qu'il paye, y compris Corée. Dans cette série Non, à titre personnel, non, parce que je fais plutôt de la communication politique, voilà, mais c'est possible, oui. Il y a beaucoup d'agences que je reconnais, en tout cas. Ils sont des pros de la communication politique, bien, c'est qu'ils se mettent, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ils ont un talent qui est rare, c'est de plaisanter d'eux-mêmes. Les communicants ne sont pas forcément les premiers à rire d'eux-mêmes, et là, c'est très réussi, je trouve, enfin, c'est très bien. C'est bien aussi que la profession plaisante un peu sur elle-même. Alors, il parle beaucoup dans les médias, il gazouille beaucoup sur Twitter, et pourtant, il n'a pas, dit-il, de stratégie de communication particulière sur le web. Le sénateur écolo de l'Essonne, Jean-Vincent Placé, nous parle sans phare de ses usages des réseaux sociaux. C'est le Polyclic du jour. J'ai les deux, donc j'ai une page dite pro, j'ai la page perso, mais elle est saturée, donc, parce qu'il y a un maximum de 5000, donc ça c'est... Et puis, alors c'est moins interactif, évidemment, Facebook, et moi j'étais beaucoup dessus il y a un an et demi avant que je sois sur Twitter, et c'est vrai que le Twitter est quand même pratique, quoi. C'est vrai que... Bon, après, évidemment, il y a un moment où, au lieu de se reposer l'esprit 5-10 minutes, pouf, on est parti sur Twitter, on envoie des trucs. Twitter, si je comprends bien. Oui, pour être franc, oui. Bon, je trouve des trucs sur moi. Genre Genre, je vais à telle émission le matin, donc à 7h45, avant de faire une radio, j'ai dit voilà, débat avec Christian Estrosi tout à l'heure sur le vote des étrangers. Vous répondez aux sollicitations Je réponds aux commentaires, j'évite de répondre, parce que je le dis aussi, ça ne plaira peut-être pas, mais il y a quand même énormément de barjots aigris là-dedans. Voilà. Il y a beaucoup de journalistes, vous les mettez dans les barjots et les aigris. Je les sépare. Mais non, mais c'est vrai, il y a plein de mecs un peu insultants qui se cachent derrière l'anonymat. D'ailleurs, sur le plan du fond, c'est un problème, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Donc il devrait y avoir un cadre, parce oui, que le débat est lancé. Et de façon très souple. Alors là, pour le coup, moi, je suis vraiment très très souple. J'ai compris qu'il y avait plutôt une règle que non, mais enfin... Parce que je pense à Cécile Duflot, qui était quand même très très active sur Twitter, et puis là, elle s'est beaucoup... Elle a eu un grand bonheur, c'est quand on a découvert comment photographier et envoyer la photo avec un commentaire sur le Twitter. Donc, mais je pense que... je ne suis pas pour l'interdiction, moi. C'est-à-dire que le truc de dire les ministres, ils ne tweetent pas, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Oui, mais plutôt informatif, quoi. Je fais pas de trucs... trop négatif. J'ai vu que ça se développait pas mal là, chez nos collègues de l'Assemblée nationale. Les parlementaires auraient peut-être plutôt intérêt à donner l'exemple plutôt qu'à caviarder des images de collègues ou de raconter « Ah oui, il est venu chez lui 5 minutes », etc. Donc Twitter, c'est un peu un défouloir, là, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale C'est ce qu'on vient de dire. C'est un outil de démocratie formidable. On peut y faire passer des choses, des émotions. Donc voilà, c'est très sympa. Après, comme tout, ça peut être une grande n'importe quoi. Moi, je suis victime, si j'ose dire, de ma notoriété, parce que j'ai la tête que j'ai en plus, ça renforce. Donc moi le matin je prends le RER, alors je sais pas pourquoi ça surprend tout le monde. Donc le nombre de tweets c'est « Ah, j'ai croisé Jean-Vincent Placé dans le RER à Odéon ». Et bon, ça c'est rigolo. En revanche, c'est vrai qu'un soir je rentrais et je vois des tweets, et puis j'en ai eu pas mal, et comme ça, Jean-Vincent Placé avec sa compagne, place d'Italie. Alors ça tombe bien parce que c'est ma compagne et que je suis fidèle, ça va, mais... Moi, j'essaie de relativiser un peu, parce que c'est sûr qu'entre sa bobine sur Facebook, ses tweets, ses passages médias, à un moment, on se dit qu'on est Barack Obama, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Jean-Marie Charon, sur la pratique de Twitter de Jean-Vincent Placé, vous en pensez quoi? Écoutez, je trouve que c'est drôle qu'on dit que c'est un outil démocratique et en même temps, c'est un outil plutôt égotique dans ce cas-là, parce qu'il ne parle que de lui. On aurait pu imaginer que Twitter, ça lui serve à communiquer, faire remonter des choses, s'intéresser à ce que sont les sentiments de ses administrés ou plus généralement d'un certain nombre de citoyens par rapport à ce qui se discute, par exemple, à l'Assemblée. On aurait pu imaginer que Twitter, ce soit un moyen pour lui d'envoyer vers le public, via des liens, par exemple, on est en train de débattre de ça, mais vous connaissez peut-être pas tel dossier, tel document, etc. Je ne parle pas de choses qui sont couvertes par le secret, mais c'est simplement associer le public à ce qu'est le travail parlementaire. Alors là, il le fait un peu, puisqu'il tweet dans l'hémicycle en disant c'est plutôt informatif, là je fais plutôt attention. Là, je crois qu'il fait de la rumeur, c'est pas pareil. C'est pas, il faut... Là, non, je trouve que c'est vraiment quand même assez étonnant de voir à quel point les politiques n'arrivent pas... ils nous disent, oui, effectivement, c'est un nouvel outil, etc. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas un outil, c'est simplement une manière, disons, de s'occuper. Mais moi, je vois pas le travail démocratique, là. Hein. Et vous, moi, je pense qu'il travaille une relation affective avec le public qui est importante, une dimension émotionnelle de la relation de l'élu avec ses électeurs, une dimension de proximité qui était difficile à créer avant, parce qu'avant, on avait les affiches, on avait la campagne, et en dehors de la campagne, à part la télévision, il ne se passait pas grand-chose, ou à part les magazines qui n'étaient pas accessibles forcément à tous les élus. Twitter, ça permet quand même justement d'être démocratique au sens où ça donne un accès plus large à un plus grand nombre d'interlocuteurs politiques pour les citoyens. On peut découvrir pas mal de politiques sur Twitter. Place maintenant au club des gazouilleurs. Conflit israélo-palestinien, guerre en Syrie ou au Mali. La bataille de l'information se déroule en temps réel sur Twitter et Facebook. Comment les belligérants investissent le web, comment les réseaux deviennent des outils de propagande. En quoi le net modifie le travail des reporters? La guerre à l'heure des réseaux sociaux, c'est le débat du club des gazouilleurs. En novembre dernier, Tsahal, l'armée israélienne, lançait une offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Fait inédit depuis l'opération Plomb durci en 2008, l'utilisation à plein régime des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Le conflit israélo-palestinien s'engage désormais sur le terrain numérique. Marie Brémont. Le 14 novembre dernier, Israël démarre son offensive armée dans la bande de Gaza. L'opération Pilier de défense est annoncée via le compte Twitter de Tsahal, l'armée israélienne, une première. J'avais pas connaissance d'opération équivalente, et puis alors ce qui était encore plus une première, c'était le mouvement en face qui leur répond. C'est ça aussi qui était assez stupéfiant, et c'est vrai qu'on est avec les réseaux sociaux maintenant, notamment Twitter, mais aussi Facebook, sur des rapports de force qui sont totalement modifiés. Un rapport de force bien réel sur la toile, car durant tout le conflit, les brigades Al-Qassam, bras armés du Hamas, vont répondre à Israël et communiquer via leur compte Twitter. De part et d'autre, les réseaux sociaux deviennent un outil de propagande avantageux, l'écho est immédiat et la diffusion mondiale. Le but du jeu, c'est bien de réussir à convaincre les opinions, parce qu'on sait maintenant qu'il ne suffit pas de convaincre les opinions via les médias traditionnels, mais qu'on est obligé d'en passer par ces réseaux sociaux qui sont devenus des contacts directs. Pouvoir s'adresser directement à des quantités de personnes intéressées par le sujet, puisqu'elles se sont abonnées au fil, sans passer par les journalistes, effectivement. Les journalistes qui sont des filtres. En anglais, en espagnol, en français, en hébreu, Tsahal sur le net n'hésite pas également à interpeller directement les journalistes pour les mettre en garde ou rectifier des informations. Les journalistes sont considérés comme des soldats, c'est-à-dire ils doivent obéir, diffuser l'information que donne l'armée et rien d'autre. Et l'armée israélienne a employé une débauche de moyens pour faire passer ses messages. Twitter, Facebook, blog, Tumblr. Des vidéos sont même postées sur YouTube quelques minutes après les attaques. Le fait que l'armée israélienne utilise Twitter pour augmenter la crainte, provoquer le chaos dans la population en provoquant des mouvements de population, est associé à des formes plus classiques de guerre psychologique. Une guerre psychologique menée dans chaque camp, par Israël et par le Hamas, car la stratégie guerrière au XXIe siècle passe aussi désormais par le net.
Alors Jean-Marie Charon, c'est une nouveauté que Tsahal annonce une opération sur Twitter et non plus par voie de presse. Oui, c'est une nouveauté, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement les ingrédients habituels de la communication et de la guerre. C'est-à-dire que premier objectif, c'est d'éviter de se découvrir soi-même, éviter que ses propres armées soient mises en difficulté. Donc on a une manière de concentrer l'attention du public, des médias, sur un certain nombre d'informations. Le deuxième objectif, qui est toujours, c'est de faire passer sa vision de la guerre. Et puis le troisième objectif, c'est intoxiquer l'adversaire. Et ça, c'est toujours les ingrédients qu'on va retrouver. Et alors, c'est vrai que là, les réseaux sociaux, ce qui est fantastique dans les réseaux sociaux, c'est effectivement le changement de rythme. C'est-à-dire que la manière dont on a l'impression de suivre le débat entre les belligérants en direct. En direct. Alors, Alfred de Montesquieu, Jean Guinel, dans le sujet, dit les journalistes sont considérés comme des soldats. Il considère que vous êtes un enjeu du conflit. En fait, un enjeu du conflit en termes de communication. Je pense que, on disait Internet. Internet a été inventé par l'armée américaine, il faut s'en souvenir. Dans le cas d'Israël, à mon avis, c'est depuis la guerre au Liban en 2006, où Israël avait le sentiment d'avoir gagné, mais le Hezbollah, qui a une grosse télé qui s'appelle Al-Manar, a martelé, et puis aussi via Al Jazeera, etc., que c'était la divine victoire, etc. Et tout d'un coup, les militants des pays arabes qui considéraient depuis des lustres que les médias occidentaux n'étaient pas en leur faveur, enfin étaient en faveur d'Israël, tout d'un coup avaient un nouveau porte-voix ou dire leur vision du conflit, par exemple, qu'ils avaient gagné. Donc Al-Manar, Al Jazeera, et puis après Twitter, quoi. Mais c'est la même démarche. Du coup, oui, le conflit s'est élargi. Il y a un conflit virtuel en même temps qu'un conflit réel. Mais oui, c'est logique, quoi. Philippe Moreau-Chevrolet, parce que la communication quand même de l'armée israélienne va très loin. Elle publie sur YouTube la vidéo de l'assassinat du chef militaire du Hamas. Elle fait des publications des cibles éliminées, un peu comme dans un jeu vidéo. Enfin, c'est quand même là, on va quand même très loin. Oui, on est vraiment dans un contexte de guerre qui est très différent de la guerre au Mali, par exemple. C'est une guerre qu'Israël conçoit comme une guerre pour sa survie. On est dans un affrontement qui est très retranché depuis très longtemps. Donc on est dans un affrontement qui dégénère déjà depuis vraiment des dizaines et des dizaines d'années. Donc on est dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on voit au Mali, par exemple, sur les réseaux sociaux. Alors finalement, ça ne change rien que l'armée israélienne utilise les réseaux sociaux. Du coup, le Hamas se met aussi à tweeter. Parce que ça ne change pas les règles, comme le disait Jean-Marie, les règles de la propagande. La propagande, elle est née des nécessités de la guerre. Il fallait convaincre une majorité de gens d'aller se battre dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Donc on est toujours dans la même conviction. Il faut convaincre son propre camp qu'il faut aller se battre. Il faut convaincre maintenant aussi l'opinion publique mondiale. Et c'est ça qui est nouveau, c'est qu'on s'adresse en direct à l'opinion publique mondiale. Et du coup, est-ce qu'on détourne quelque part les journalistes ou pas ? Non, les journalistes, ils trouvent leur compte aussi. Ils trouvent de l'information dans ces flux. En plus, il faut complètement distinguer la situation du Mali et la situation, par exemple, de la guerre israélo-palestinienne. Dans le cas de la guerre israélo-palestinienne, on est face à des populations qui disposent de ces outils-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les belligérants, mais il y a la population, il y a la possibilité de faire remonter énormément d'images, par exemple par rapport à des images de blessés, de morts, etc., des choses très impressionnantes. Et donc il me semble que chacun des belligérants a intérêt à prendre tout de suite la main pour, je dirais, relativiser, marginaliser un peu toute cette communication. Alors que dans le cas du Mali, on a beaucoup moins ces outils-là. Et ce que fait l'armée française, qui est une tradition, alors il faudrait voir aussi qu'il y a des traditions dans les armées. Les Israéliens ont toujours été beaucoup plus actifs en matière de médias, alors que l'armée française a une tradition de silence. Oui, parce que là, ils ne communiquent pas véritablement, en fait, sur la page Facebook, ils ont communiqué dès le début du conflit sur la page Facebook. C'était relayé par la cellule web de l'Élysée qui était très active pour bombarder de messages là-dessus, pour montrer les différentes phases de l'intervention. Alors c'était vu par l'armée française, c'était évidemment une guerre tout à fait apaisée, c'est-à-dire sans mort. Et d'ailleurs la première image qu'on a retenue du Mali, et c'est pas du tout un hasard, c'est celle avec la tête de mort, le foulard avec la tête de mort, c'est la première image qui montrait une mort finalement, même virtuelle, on va dire, du conflit. C'est-à-dire du soldat qui était français avec les bras croisés, avec son... Voilà. C'est la première image vraiment de mort qu'on a vue de tout le conflit. Ça prouve que l'armée a bien circonscrit la communication en utilisant les réseaux sociaux. Alors de l'autre côté, il y a les chebabs somaliens qui ont posté cette photo d'un soldat mort mise en scène. Vous en pensez quoi, Alfred de Montesquieu ? Parce que là, c'est
Là, on est dans la propagande. Je pense que de leur perspective, ils font exactement ce que font les armées et les médias occidentaux, c'est-à-dire ils communiquent leur message. Les Chebab, tout le monde a appris ça d'Al-Qaïda, de ce point de vue-là, notamment au Maghreb. C'est Al-Andalus, qui est ce site web qui diffuse depuis maintenant des années, depuis 5 ans, toutes les décapitations, les prises d'otages, etc. Il y a des vidéos sur YouTube. C'est même l'un des marqueurs du moment où les militants algériens sont devenus une filiale d'Al-Qaïda, c'est AQMI, c'est que Al-Qaïda leur a appris à faire un site web. Leur a dit, attends, c'est très bien de faire des bombes, décapiter, etc., mais il faut que ça se sache, quoi. Il faut qu'on sache qui est ton ennemi, il faut qu'il ait peur. Donc ils ont créé un site web très bien. Mais je voulais juste revenir à un truc sur Twitter, ce que vous disiez sur Twitter avec Israël et le Hamas. Pour moi, il y a une différence quand même majeure avec les autres médias, la télé ou presse écrite et ça, c'est que quand même sur Twitter, ça va très vite, il y a pas beaucoup de surmoi. Pour prendre un terme de psychanalyse, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a pas de surmoi, quoi. On se contrôle assez mal, quoi. Il y a eu des exemples célèbres en France de tweets qui ont un peu dérapé de la main de quelqu'un. Et ça qui est intéressant avec Twitter, c'est que ça passe sa vie à déraper un petit peu, quoi. Et vous l'utilisez comment, alors, quand vous êtes en reportage ? Alors moi, ça dépend des pays. En fait, il y a des pays avec une culture qui est restée très Facebook, et il y a des pays avec une culture très Twitter. Par exemple, en Égypte, si vous allez sur Facebook, vous êtes un peu ringard, quoi. En Tunisie, c'est un pays très Facebook. C'est vraiment l'outil qui a servi à sa révolution, etc. Donc moi, j'ai un compte Twitter et un compte Facebook, évidemment. Selon les pays, je me sers plus de l'un ou de l'autre, quoi. En Syrie, maintenant... alors ça, c'est un autre piège, on en parlait avec les journalistes américains. Il y a notamment un type de CNN au début de la guerre en Libye qui avait un compte Twitter depuis pas très longtemps et il a dit « Ouais, je rentre illégalement en Libye par telle route, quoi ». Et techniquement, quand tu es reporter de guerre ou soldat d'ailleurs, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais annoncer qu'on va prendre illégalement telle route, quoi. Surtout sur une plateforme publique qui s'est du coup fait bombarder. Du coup, la route se fait bombarder 3 heures plus tard, quoi. Donc, il faut faire très attention avec ce qu'on met. Moi, j'ai plutôt tendance à rien mettre dès que je suis en reportage. Dès qu'on se connecte à Internet, on est détectable. Même si on ne dit pas où on est, juste par sa connexion, on est détectable. Donc vous, par exemple, quand vous êtes allé en Syrie, vous ne tweetez pas, vous ne postez rien sur... Mais c'est même pas ça, c'est que j'ai même pas de téléphone. Mon téléphone satellite, j'enlève la batterie de mon téléphone satellite, quoi. Parce qu'il y a des journalistes qui sont morts, ciblés par l'armée syrienne, et très certainement parce qu'ils ont été géodétectés. Philippe, justement, si on prend l'exemple de la Syrie, il y a les pros et les anti-Bachar el-Assad qui combattent aussi sur le terrain du numérique. Et il y a pas mal de fausses infos, en fait, de faux comptes, de fake. L'une des grandes évolutions du métier journalistique, c'est que les journaux deviennent aussi des curateurs. C'est-à-dire qu'ils en sont aujourd'hui à recenser les liens qui parlent d'un conflit et à essayer de voir quels sont les bons et les mauvais liens. Et en fait, ils donnent au public les clés pour comprendre Twitter, parce que c'est devenu extraordinairement complexe. Et les journalistes aujourd'hui nous aident à comprendre un peu et à voir quelles sont les parties prenantes. À ne pas prendre ça comme une matière brute et informe et un peu compliquée à suivre malgré tout, surtout quand on ne connaît pas le conflit syrien. Oui, justement, comment séparer le bon grain de l'ivraie dans ce type de conflit, sachant qu'il y a beaucoup de manipulations et que donc, évidemment, les réseaux sociaux sont utilisés comme outil de propagande. Bon, comme dans toutes les guerres, il y a des journalistes qui sont sur le terrain, qui sont dans la population, qui s'exposent, qui cherchent à être autonomes, parce que c'est nécessaire. Et puis, il y a aussi, et ça fait partie toujours de toutes les guerres, des journalistes qui sont cantonnés dans des lieux où on leur permet de travailler. Alors là, en revanche, ceux qui sont dans ces lieux-là peuvent utiliser davantage ces outils, essayer de repérer ce qui est disponible sur la toile et effectivement faire ce travail de sélection, de vérification, qui est effectivement très compliqué. Mais ça, comme on l'a dit tout à l'heure, toute situation de guerre, c'est une situation dans laquelle on manipule. Et là, ce n'est qu'un outil supplémentaire de manipulation. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, l'adversaire peut s'adresser à la population du pays en face. Donc, en fait, les Palestiniens peuvent s'adresser à l'opinion publique israélienne. Il y a une contre-propagande qui peut s'exercer. Là où, pour l'instant, c'est pas très efficace, c'est qu'on est encore, comme dans les campagnes électorales françaises, dans du quantitatif. On va chercher à produire le plus de sons, de bruit possible. Alors qu'on n'est pas encore dans de la qualité. C'est-à-dire que AQMI, clairement, ne cherche pas du tout à séduire les opinions publiques occidentales, ou alors elle s'y prend extraordinairement mal. Ça existe quand même déjà en Syrie, pour le coup. AQMI en est absolument incapable, on est d'accord, mais en Syrie, clairement, il y a des gens intelligents autour de Bachar el-Assad
qui se débrouille pour montrer que les rebelles font des massacres ou des atrocités, véridiques ou pas d'ailleurs, hein, après ça peut être un mensonge, et évidemment les rebelles font très bien la chose inverse. Et dans le cas de la Syrie, vous parliez de manipulation, mais du coup tout peut être faux, quoi. Une photo qui a l'air nickel, vous l'agrandissez sous Photoshop et vous vous rendez compte qu'il y a un corps qui a été pris de telle photo il y a 3 ans dans un autre pays, etc., etc. Et même les vidéos peuvent être fausses. Enfin, il y avait une histoire il y a quelques mois avec une torture atroce. C'est en ça que Twitter ne tue pas le journaliste, au contraire. Enfin, c'est juste que le rôle du journaliste change. Mais il est toujours indispensable. Et du coup, par exemple, les rebelles en Syrie, maintenant, ils ont une technique qui est marrante parce qu'ils réagissent finalement au défi du numérique par quelque chose de très traditionnel. C'est quand ils filment une scène, ils disent à voix haute pendant qu'ils filment, nous sommes tel jour, il est telle heure, je suis à tel endroit. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai parce que ça peut être monté, mais ils se filment en disant voilà, on est le 11 mars. Et par exemple, il y a une vidéo très connue qui est la première vidéo d'un hélicoptère de l'armée qui se fait dégommer par un missile rebelle. Et pour bien prouver que c'était vrai, il filme le type qui monte le missile, il se filme en train de filmer le type, et ensuite il filme, il le tire, et puis, enfin voilà, la vidéo dure une demi-heure du coup, parce qu'ils veulent vraiment prouver qu'ils ont eu cet hélicoptère. Donc les réseaux sociaux sont un outil d'information aussi, on l'a vu quand même pendant les révolutions, de propagande. Est-ce que le web, on a presque fini cette émission, change les formes de narration de la guerre? Vous postez des vidéos, vous faites aussi des films, alors qu'au départ vous êtes plutôt journaliste de presse écrite. Ouais, alors moi, ça c'est vraiment une réflexion que j'ai eue depuis assez longtemps, à la Société de Presse et ensuite à Paris Match. J'essaye de calibrer. Et d'ailleurs, quand je donne un cours de journalisme, un truc, je le dis toujours, il faut absolument être multimédia. Je pense déjà, juste pour avoir un salaire dans 5 ou 10 ans, je pense qu'il vaut mieux en tant que journaliste être multimédia. Donc, moi, par exemple, souvent, je calibre le récit texte dans le Paris Match papier de la semaine qui vient sur une grande histoire humaine. Je concentre le combat lui-même dans une vidéo. S'il y a une actu capitale qui doit sortir tout de suite, je fais des petits articles sur le web. Et puis après ça, de retour à Paris, en réfléchissant un peu à ce qui s'est passé et tout ça, je vais généralement faire un diaporama de photos avec du son, par exemple. En conclusion, alors, est-ce que la guerre prend une autre... la communication sur la guerre prend une autre dimension, en fait, avec le web ou pas? On a la possibilité, comme toujours, lorsqu'on est dans des situations de guerre, d'inventer des nouvelles écritures. Et là, moi, je pense que c'est, quand vous évoquiez les différents angles que vous abordez, je pense que c'est tout à fait intéressant de voir, effectivement, comment on va dégager des nouvelles formes de narration par rapport à ces situations très particulières que sont les situations de guerre. Et puis il y a aussi quelque chose que je trouve très important, c'est que ces outils sont des moyens de faire remonter des informations là où les journalistes ne peuvent pas aller. C'est aussi toute cette dimension du témoignage. Alors vous l'avez dit, c'est aussi de la manipulation possible, mais c'est aussi un formidable élargissement du champ de travail du journaliste. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude. Alors, qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus? Alors, cette semaine, ce qui a fait débat, c'est l'affaire de la viande de cheval dans les plats cuisinés surgelés. Une affaire qui a provoqué de très nombreuses réactions en 2 temps. D'abord, les internautes se sont positionnés en consommateurs. Ils ont donc interrogé le produit. Est-il fiable? Est-il sain? Et puis, dans un deuxième temps, les internautes se sont interrogés sur les marques, sur les fabricants. Et c'est là que ça s'est un peu envenimé. Alors, entre Findus, Comigel, Spanghero, on a un peu l'impression que chacun se renvoie la balle. On a véritablement assisté à une partie domino. Tout est parti de Findus, qui a aussitôt accusé son fournisseur Spanghero, qui a lui-même renvoyé la balle vers son fournisseur roumain, et ce dernier a renvoyé la balle vers Spanghero. Et on ne parle plus de l'affaire Findus aujourd'hui? Du coup, l'affaire Findus est devenue l'affaire de la viande de cheval, parce que quand on a découvert que de très nombreuses marques avaient été impliquées, on a du coup généralisé, et aujourd'hui, on est même dans un 3e temps en termes de communication, on est sur l'affaire Spanghero, et ce qu'on observe, c'est que les internautes, finalement, sont beaucoup moins virulents vis-à-vis de Spanghero qu'ils l'étaient vis-à-vis de Findus, peut-être parce que Findus est une marque qui fait beaucoup de publicité, qui est dans leur frigidaire, et du coup, il y a un rapport affectif avec la marque, mais finalement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que si les internautes sont beaucoup moins sur la critique, pour l'instant en tout cas, le cheval est devenu un véritable héros de blagues, et finalement, les internautes se sont dit que peut-être qu'il valait mieux en rire qu'en pleurer. On va peut-être garder le sourire. Merci Aude Baron. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir La Politique C'est Net en VOD, réagir et commenter sur Public C'est Net.
sana.fr, Twitter et Facebook. À très vite pour un nouveau numéro de la Politique C'est Net.